Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire en partenariat du coup avec Dutton et Carbo sur la thématique de l'engagement des collaborateurs. Donc comment s'engager à 360 degrés dans sa démarche bas carbone. Donc je vois que le nombre de participants augmente doucement, donc on va laisser peut-être quelques minutes pour les derniers arrivés. Et je vais présenter un petit peu rapidement comment ça va se passer pour ce webinaire. Donc vous avez un onglet questions du coup en bas normalement à droite de votre écran. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser. Nous avons Céleste Nourissa avec nous qui est spécialiste bilan carbone chez Carbo qui pourra répondre à vos questions en direct. Et on a aussi une partie FAQ qui vous permettra aussi de poser toutes vos questions à la fin si vous avez des questions encore un peu plus précises. Donc voilà. Ce que je vous propose du coup aussi, c'est de vous présenter nos intervenantes du jour. Donc nous avons Léna Duchesne avec nous, qui est responsable grand compte chez l'atelier Dutton, donc chez Dutton, et Ophélie Poder, du coup, qui est spécialiste bilan carbone chez Carbo et qui vont vous présenter du coup ce webinaire aujourd'hui. Je vous laisse du coup commencer. Alors donc dans un premier temps, on va vous parler donc de l'atelier Dutton et de Carbo. On fera un petit focus sur qu'est-ce que le bilan carbone et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet avec une partie sur comment s'investir pour la transition écologique. Donc se former, sensibiliser, enfin s'engager. On terminera sur des petites ressources pour aller plus loin et évidemment une partie pour que vous puissiez poser vos questions auxquelles on répondra avec plaisir. Alors, si tu veux, Léna. Et c'est moi qui prends la main. Bonjour à tous. Je vous propose déjà qu'on prenne un tout petit temps de recul avant de parler de bilan carbone, d'engagement des collaborateurs, juste pour se rappeler pourquoi est-ce que nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, on va essayer de faire rapidement sur ce sujet qui mériterait des heures au carré pour en discuter. Mais grosso modo, le constat à partir duquel on peut partir, c'est que le développement du coup de notre société a des empreintes sur notre environnement qui montrent aujourd'hui des limites et des conséquences irréversibles. On peut rendre intelligible cette approche à travers le prisme des frontières planétaires. Donc vous en voyez 9 apparaître sur la gauche de l'écran. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité étant parmi les plus connus. Une fois qu'on a identifié donc ces 9 frontières planétaires, on peut se demander jusqu'où on peut aller dans l'utilisation et dans l'empreinte que nous avons sur ces environnements-là avant de dépasser un plafond qui va déterminer donc une limite à partir de laquelle nous allons donc avoir des conséquences irréversibles ou drastiques sur ces environnements-là. Donc maintenant que nous savons où est la limite, le plafond environnemental, on peut se demander si par ailleurs il n'y a pas d'autres enjeux dans le développement humain qui sont donc des enjeux d'acquis sociaux, de biens fondamentaux, comme par exemple l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau, mais aussi l'accès à l'éducation. Et ça va nous permettre de définir un plancher que du coup il faudrait franchir pour l'ensemble de l'humanité afin d'accéder à un espace sûr et juste pour l'humanité. Avec ce plafond et avec ce plancher, je vais donc définir ce que nous, chez Dutton, on va appeler donc un donut. Cette théorie a été développée par Kate Raworth, qui est une économiste britannique. Et elle correspond chez Dutton à notre vision de la transition. Cette vision, elle est un petit peu complexe puisque il y a 9 frontières planétaires, il y a plein d'enjeux sociaux. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de prendre un point de vue, des lunettes. On va chausser nos lunettes climat, changement climatique, pour s'interroger sur une mesure qui est calculable, pilotable, un indicateur que l'on peut tous obtenir, qui est l'empreinte carbone, le total des émissions carbone. À ce sujet, vous n'êtes pas sans connaître peut-être l'accord de Paris de 2015 qui engage les pays signataires à ne pas dépasser une hausse de la température de 1,5 degré. Et fort donc de cet objectif, le GIEC, qui est un collectif de scientifiques, propose différents scénarios pour respecter cette ambition. Et lorsque l'on prend l'ensemble de ces scénarios, sans ou avec un faible dépassement de l'objectif, nous pouvons en déduire un objectif commun qui va être l'émission de 2 tonnes de CO2 par personne et par an à atteindre d'ici 2050. Cet objectif nous permettrait donc de rentrer dans le donut, l'espace juste et sûr pour l'humanité, donc en sécurité.
Maintenant que nous avons cet objectif qui va nous driver tous ensemble à travers ce webinaire, qui est un objectif que nous partageons entre Deuton et Carbo et qui nous réunit aujourd'hui, on va se demander, cet objectif c'est bien beau, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et tout le principe de nos propositions de valeur chez Carbo et chez Deuton, c'est justement d'arriver à savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, je vais enchaîner en vous présentant un petit peu la démarche que nous avons chez Deuton. Pour vous donner un ordre de grandeur, en moyenne, un Français émet 10 tonnes de CO2 par personne et par an. L'objectif étant à 2 tonnes. Dans l'atelier Deuton, nous allons proposer exactement cette expérience-là. Calculez votre empreinte carbone actuelle et vous donner des moyens de la réduire jusqu'à 2 tonnes d'ici 2050. Donc, grosso modo, nous allons faire un voyage dans le temps. Ça va pas durer 25 ans, ça va durer 3 heures et il y aura 15 participants autour d'une table, autour d'un animateur. Et l'idée, c'est à la fois en tant qu'individu, moi, Léna, j'ai une empreinte carbone et je dois la faire baisser à 2 tonnes d'ici 2050, mais aussi en tant que collectif, que groupe. Donc, le groupe de 15 participants a un objectif commun qui est d'accéder aux 2 tonnes par personne en 2050 ensemble. Et un objectif que je dirais peut-être ultime, qui est de faire baisser la moyenne nationale de 10 tonnes à 2 tonnes, puisque c'est une mesure qui est pilotable, qui est visible dans l'atelier. Afin d'établir une stratégie la plus pilotable et pertinente possible, on va faire des points d'étape tous les 2 ans et on va alterner des leviers d'action qui sont individuels, qui vont avoir un impact sur mon empreinte carbone personnelle, avec des leviers d'action qui sont collectifs et qui permettent de mettre en perspective la place de l'entreprise, la place du collectif, la place de l'État, de la société dans cette démarche de transition. On n'a pas beaucoup l'occasion de simuler une transition écologique et c'est ce que nous proposons à travers cette expérience pédagogique qui aujourd'hui a une dynamique qui est exponentielle. Nous avons fêté récemment nos 100 000 participants à l'atelier. Nous avons une communauté de 6 000 animateurs qui nous permettent de distribuer l'atelier dans 50 pays et un grand nombre d'entreprises nous font confiance pour les accompagner dans leur dynamique de transition et de sensibilisation, sujet que nous allons élaborer. Je te passe la main, Ophélie. Merci Léna. Alors, donc moi, je vais vous parler de Carbo. Donc, Carbo, on est une entreprise écologique. Notre mission, c'est de sensibiliser et d'accélérer la prise de conscience écologique, justement, pour réduire l'empreinte carbone. Donc, aujourd'hui, on a sensibilisé plus de 300 000 personnes, à la fois via notre application citoyenne et notre application entreprise. Donc, on est fiers d'accompagner plus de 600 entreprises dans la réalisation de leur bilan carbone, des bilans carbone qui sont certifiés. On va s'appuyer sur la méthodologie bilan carbone de l'ADEME en réalisant des plans d'action qui seront compatibles avec les trajectoires Net Zero et SBTI, qui sont 2 lignes directrices pour rester dans l'objectif des plus 1,5 degrés. On publie également beaucoup de contenu pédagogique, toujours dans cette dynamique de sensibiliser un maximum de personnes aux enjeux environnementaux et notamment aux enjeux climat. Alors, si on fait un petit point, qu'est-ce que le bilan carbone? Donc, le bilan carbone, ça va être un outil de diagnostic pour les entreprises, les collectivités et les associations. On va prendre un moment pour faire une photo sur une période donnée, généralement c'est sur un an, de toutes les émissions de gaz à effet de serre qui vont pu être générées par une structure. Donc, on va avoir à la fois les émissions directes et les émissions indirectes. Donc, comme on voit sur le schéma, les émissions directes, c'est tout ce qui va être dans le cadre de l'entreprise. Donc, sur le scope 1, c'est les émissions liées aux consommations énergétiques. C'est tous les moments, en fait, où on va concrètement brûler de l'énergie fossile. Et sur le scope 2, ça va être les émissions indirectes qui sont liées, encore une fois, aux consommations énergétiques. Le scope 3 se divise en 2 parties. On peut avoir les émissions qui seront plutôt considérées de l'amont, où on va trouver les transports liés aux fournisseurs, les déplacements domicile-travail, les achats, et sur la partie aval, les transports, mais aussi plutôt côté client, les déchets, les produits vendus, etc. Donc le bilan carbone, c'est une méthodologie qui est certifiée, qui a été créée dans les années 90 en France, et donc ça s'appuie sur 2 méthodes, la méthode association de bilan carbone et la méthode GAG protocole. Alors, si on prend un petit peu de hauteur, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de réaliser son bilan carbone? Eh ben, la première raison, évidemment, elle est stratégique. Faire un projet de bilan carbone, c'est prendre un moment pour se poser, pour réfléchir à toutes ces émissions et à comment est-ce qu'on peut les réduire, comment est-ce qu'on peut adapter à la fois ses processus, sa structure, voilà, l'ensemble de ses activités pour rentrer donc dans le cadre d'un plan d'action sur une trajectoire qui est étalée dans le temps et où vous allez pouvoir suivre et réduire ces émissions.
Il y a également d'autres bénéfices qui sont plutôt des bénéfices qu'on pourra qualifier d'externes et d'internes. Alors le premier, évidemment, ça va être d'anticiper les évolutions réglementaires. On le voit depuis quelques années, il y a de plus en plus de nouvelles normes concernant les entreprises, surtout ce qu'on pourra qualifier de démarches RSE. Il y a également de plus en plus de demandes des clients, parfois pour des appels d'offres, pour des financements. Et puis, évidemment, et c'est le sujet aussi du jour, l'intérêt, ça va être de pouvoir donner du sens, créer un projet d'entreprise, créer de la cohésion autour d'un projet, et donc, avoir un vrai projet d'entreprise pour réduire ses émissions. Donc, si on prend encore un peu plus de hauteur, si on prend une vision macro, il y a 3 acteurs principaux quand on va parler de changement pour le développement durable. Les pouvoirs publics, évidemment, les citoyens, mais aussi les entreprises. Parce que les entreprises, elles font partie d'un écosystème et par leur fonctionnement, elles sont plus flexibles. Elles vont pouvoir mettre en place des actions très concrètement et elles vont pouvoir ensuite essaimer, sensibiliser, alors à la fois, évidemment, leurs clients, leurs fournisseurs, mais aussi et surtout tous leurs salariés. Et puis il y a ensuite un autre enjeu qui est que le changement climatique est une réalité aujourd'hui et ne pas prendre en compte ces enjeux, ne pas prévoir et adapter son entreprise aujourd'hui, c'est prendre des risques pour le futur, pour la pérennité de l'entreprise. À toi, Léna. Merci Ophélie. Alors effectivement, la place de l'entreprise dans la transition en est plus à prouver, dans la dynamique qu'elle peut inculquer à l'ensemble des parties prenantes, les siennes, mais aussi celles de la transition. Et il y a un facteur clé de succès en fait à cet engagement de l'entreprise de manière générale dans la transition, et ça va être la sensibilisation de ses salariés, puisque une entreprise est composée d'un collectif d'humains. Elle n'arrivera pas à faire une transition assez complète si l'ensemble de ses salariés n'est pas sensibilisé, c'est-à-dire au fait de ce qu'est la transition et de ce que ça a comme conséquence sur l'entreprise. L'importance de la sensibilisation, donc ça va être en premier de transmettre une vision. Chez Deuton, nous avons une vision de la transition en entreprise qui se veut NPPS. C'est-à-dire que nous sommes convaincus que la transition est nécessaire, comme Ophélie vient de très justement l'expliquer. L'entreprise doit prendre conscience de son rôle actif, voire précurseur de cette transition, comme acteur majeur. La transition, elle est également profonde, c'est-à-dire qu'elle a des implications sur le business model de l'entreprise, sur la chaîne de valeur, sur l'implication des parties prenantes qui sont énormes. Et ne pas les prendre en compte, c'est effectivement prendre un risque stratégique vis-à-vis de la durabilité et de la pérennité du business model de l'entreprise. Ensuite, chez Deuton, nous nous attachons aux 2 derniers piliers qui sont le fait que la transition est possible. Il existe aujourd'hui un nombre de scénarios permettant de croire au fait qu'une entreprise ou même une société puisse réaliser sa transition. Nous avons parmi nos clients de beaux exemples à succès d'entreprises qui utilisent l'atelier Deuton pour générer une vraie transformation avec l'ensemble de ses parties prenantes et notamment ses collaborateurs. Enfin, nous partageons une vision de la transition qui se veut souhaitable, c'est-à-dire que nous sommes convaincus que plus qu'une contrainte, la transition est aussi une opportunité en termes, par exemple, d'acquis de biens sociaux, de justice sociale, comme le présente la théorie du donut, mais aussi pour les entreprises de manière très pratico-pratique, en termes de business model, de pérennité, de gain de part de marché. Et c'est vraiment cette vision-là que nous souhaitons transmettre à travers l'atelier. Le deuxième but d'une sensibilisation, ça va être de transmettre une posture. Maintenant que je sais où je veux aller, quel est mon objectif, comment est-ce que moi, en tant qu'individu, en tant qu'humain, en tant que collectif, je vais pouvoir me mettre en action. Nous avons chez Deuton une psychologue qui s'appelle Laura Morera et qui travaille depuis 1 an à cette question. Quels sont les freins qui, en tant qu'individu, vont m'empêcher de me mettre en action et en tant qu'entreprise, quelles sont les motivations qui peuvent m'empêcher de bouger et à l'inverse, sur quel levier je peux m'appuyer pour me mettre en action et mettre en action mon collectif. Alors, est-ce que dans le chat, vous seriez partant pour nous partager les plus belles phrases, les pépites que vous avez pu entendre dans vos entreprises de personnes qui refusent finalement de se mettre en action sur ce sujet de la transition écologique? Je vous aide en affichant quelques exemples à l'écran. Je vous laisse un petit moment pour taper.
Ça ne sert à rien. Ouais, ça coûte trop cher, effectivement, la raison des finances. On a toujours fait comme ça. Il y a l'historique qui pèse beaucoup. Il y a l'embarquement du top management qui est effectivement une dynamique indispensable pour se mettre en action. Le budget qui revient, je crois qu'il y a une dynamique de temps aussi qui revient souvent. On est souvent pris à partie par les dynamiques de court terme au lieu de se poser des questions d'évolution de long terme. Tout va trop vite, on ne peut rien changer. Et vis-à-vis de mes concurrents, si jamais nous, on bouge en premier, eh bien, ils vont prendre nos parts de marché. Et oui, il y a toujours cet exemple qui revient très souvent des autres pays qui sont des très gros pollueurs versus en France. Ben, merci beaucoup pour ces partages. Je trouve que tout ça est très pertinent et finalement peut être résumé à travers les différents arguments qui sont cités à gauche de la slide. Le plus commun, je pense, étant ce problème de budget. Et finalement, si on se pose la question de, alors là, ces arguments, quelle est leur profondeur? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière en tant qu'être humain qui réfléchit? Quelle est la motivation profonde qui va pousser cette personne-là à être réfractaire vis-à-vis de la démarche? Eh bien, on peut les restituer à travers 3 grosses briques. La première étant la vision du monde. Nous avons chacun un système de croyances qui est différent, issu de notre éducation. Nous avons aussi des connaissances envers le sujet et des valeurs qui sont distinctes. Par exemple, pour certaines personnes, cela va répondre à un système de vision et de normes que de posséder des objets qui démontrent une certaine richesse versus protéger son environnement. Voilà, c'est tout ça qui est en jeu. Donc les normes, elles peuvent être personnelles, mais aussi sociales. Et là, la différence de culture entre certains pays va avoir un très gros impact sur ce sujet-là. Et c'est un sujet qui, de base, va générer beaucoup d'émotions, de peur notamment. On le sait, on parle de courbe du deuil quand il s'agit de transition écologique. C'est bien parce qu'il y a un vrai système émotionnel qui peut être impacté. On parle de remettre en question des choses qui sont des acquis très profonds chez nous. Et ça fait peur, et c'est normal. Lorsqu'on a bien compris ces systèmes de pensée, ce triptyque qui va venir régir une décision, en fait, on se rend compte que ce qu'il y a derrière, c'est donc une motivation à se mettre en action et donc une certaine posture dans laquelle on va vouloir se mettre pour devenir acteur et donc une dynamique psychologique. Donc Laura, notre psychologue, s'est posé la question et a réussi à identifier un certain nombre de leviers psychologiques activables dans nos systèmes de pensée pour pouvoir se mettre en action. Donc c'est le schéma à gauche. Vous voyez, il y a énormément de choses et ça c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. En fonction de la personne, on va pouvoir identifier certains leviers qui vont avoir plus d'impact que d'autres. Moi, je vais vous en présenter un aujourd'hui qui est très présent dans l'atelier d'Eutun, auquel on croit beaucoup puisqu'il est assez simple et qui fonctionne très bien. C'est la théorie de l'auto-efficacité. Donc c'est une théorie développée par Albert Bandura, qui est un anglo-saxon, et qui est finalement la perception qu'une personne a de l'impact de son action. Donc elle va prendre en compte 3 choses. Le contrôle que je perçois sur mon action. Est-ce que cette action est accessible pour moi? Est-ce qu'on me donne les moyens de le faire? Mon top management m'encourage-t-il à le faire? La deuxième chose, ça va être les compétences. Est-ce que moi, j'ai la capacité de me mettre en action? Ai-je les ressources nécessaires à disposition? Suis-je dans une posture qui me donne de la légitimité vis-à-vis de cette action? Et enfin, l'efficacité, c'est-à-dire l'impact de ce que je vais mettre en place. Le génie de l'auto-efficacité et pourquoi on y croit autant, c'est que ça s'auto-alimente. C'est-à-dire que je vais mettre en place une première action qui me paraît à moi très simple et pourtant qui a beaucoup d'impact puisque c'est la logique d'auto-efficacité. Une fois que je vais percevoir l'impact, je vais m'en nourrir et je vais avoir envie d'aller plus loin, de répéter, éventuellement de promouvoir cette action. Et dans l'atelier d'Eutun, c'est ça qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire sortir de l'atelier avec des leviers très identifiés, parfois très peu et parfois très simples pour la personne en question, mais qui permettent d'alimenter ce système. Et donc, si on part après du côté entreprise, Carbo a justement été créé pour répondre aux 3 freins principaux qu'on retrouve quand on parle d'impact climat, mais ce coup-ci côté professionnel, c'est que le bilan carbone, ça peut être un sujet qui est trop technique. Il y a des ressources qui manquent parfois, donc notamment ressources humaines ou de temps. C'est ce que vous évoquiez dans les sondages.
Et enfin, une question de budget. Donc nous, Carbo, on a été créé pour accompagner des entreprises à taille humaine via un outil qui se veut facile, ludique, pédagogique. Donc on va avoir une collecte de données qui va pouvoir se faire de façon collaborative, à la fois directement sur la plateforme ou via l'import de documents. Avec un résultat qui sera donc évidemment certifié, on en parlait tout à l'heure, et enfin un plan d'action qui sera réalisé sur mesure. On va s'intéresser aux données de l'entreprise, à ses projections pour le futur et à son secteur d'activité pour qu'elle puisse avoir une trajectoire qui est conforme avec les objectifs du GIEC, en se basant sur plus de 30 bases de données sur les facteurs d'émission. Donc ce plan d'action, ce sera vraiment un des éléments centraux de ce bilan carbone, puisque ça permet de se projeter dans le temps et de définir des objectifs qui sont concrets mais qui sont ambitieux pour justement rester en accord avec les accords de Paris. Et donc ce bilan carbone va se faire en 4 étapes. Donc une première étape qui va être donc la collecte de données, ensuite la partie restitution du résultat qui sera certifiée, la partie compréhension donc de tous ces éléments, la phase de plan d'action pour réduire ces émissions, et enfin la partie où on va communiquer sur ces engagements en interne, en externe et embarquer. Carbo, nous, un des éléments sur lesquels on insiste beaucoup, c'est qu'un des facteurs clés de succès, c'est justement d'engager dès le début ses collaborateurs pour justement combattre un petit peu cette réticence au changement qu'on pouvait évoquer un petit peu plus tôt, et donc faciliter ensuite la collecte de données et l'implication dans les actions qu'on pourra proposer. C'est également quelque chose qui peut être facilité par la réalisation d'un atelier d'automne en amont. Et donc, un des éléments clés pour justement engager les employés dans cette démarche, c'est le questionnaire employé qu'on propose. Donc, il y a un questionnaire sur les habitudes de travail. Donc, c'est très simple. On va questionner sur la distance domicile-travail, comment est-ce que viennent les gens, est-ce qu'ils font du télétravail, vraiment les habitudes. Et donc, l'intérêt de cet outil, c'est qu'en sortie, chaque salarié aura son résultat professionnel. Donc, ça permet vraiment de prendre conscience et ensuite de vouloir s'investir dans le bilan carbone, alors à la fois de son entreprise et de pouvoir poursuivre également sur sa vie perso, puisque chaque salarié est également un citoyen dans la vie de tous les jours. Et on propose des ressources pour compléter, pour se former, s'intéresser au sujet, que ce soit en bilan carbone évidemment, mais démarche RSE au sens large. Donc on va avoir des quiz pour animer la démarche en interne, des livres blancs, des articles, etc. À toi, Léna. Oui, ok. Et bien maintenant, en fait, je regardais le sondage et je voyais qu'un certain nombre d'entre vous, 71%, n'avaient pas encore fait l'atelier d'automne. Eh bien, c'est le moment de vous lancer. La démarche pour déployer d'automne dans une entreprise est la suivante. Il faut donc participer à un atelier, ce qui est faisable dans une dynamique inter-entreprise ou dans un système plutôt grand public via l'association d'automne. Ensuite, vous allez pouvoir, donc, en remplissant ce prérequis, devenir animateur de l'atelier et ensuite le distribuer en tant qu'animateur dans votre entreprise avec une logique de coût qui se veut assez faible, puisque une fois que vous êtes animateur, vous n'avez qu'à rétribuer des droits d'utilisation à l'atelier d'automne pour pouvoir l'utiliser. Mais vous pouvez également décider d'organiser un atelier professionnel pour votre entreprise. L'avantage étant que nous pouvons adapter l'atelier à vos dynamiques d'entreprise, à votre secteur d'activité et en faire un vrai outil de conduite du changement, puisque Ophélie vous le disait, dans une démarche de transition bas carbone, l'engagement des collaborateurs est indispensable pour réaliser une collecte de données et limiter le taux de réfraction. Dans l'atelier d'automne, nous vous proposons d'incorporer des éléments qui sont propres à votre stratégie bas carbone, des éléments qui sont propres à la dynamique enclenchée avec Carbo, pour pouvoir assurer l'adhésion et l'embarquement de l'ensemble de vos collaborateurs. Est-ce que Ophélie, tu veux dire 2 mots sur comment ils peuvent également contacter Carbo ? Oui, alors justement, hop, nos contacts sont ici. Donc vous pouvez me contacter par mail ou m'appeler. Donc Carbo, on a plusieurs experts qui sont plutôt par secteur, donc on vous accompagnera avec plaisir. Et on a également l'application citoyenne qui est gratuite pour analyser à titre personnel dans la vie de tous les jours vos émissions et avoir des actions de réduction. On peut peut-être enchaîner sur la partie questions si vous le souhaitez.
Est-ce que ça vous va si on met les QR codes à l'écran, comme ça, ils pourront éventuellement se renseigner et s'inscrire? Je crois. Mathilde, tu veux peut-être prendre, je crois qu'il y a 2 questions qui sont dans l'onglet dédié. Yes, j'arrive. Du coup, je voulais commencer cette FAQ aussi avec moi une question pour vous tous. C'était quelle action vous avez mis en place dans votre entreprise pour sensibiliser les employés? Donc, je pense qu'on peut commencer la FAQ comme ça. Peut-être que ça amènera d'autres questions par la suite. Je vous laisse un petit moment pour taper du coup dans le chat votre réponse. Ok, fresque du climat, effectivement. Atelier d'automne, en effet. Ok, donc la fresque du climat, du coup, est quelque chose qui revient assez souvent. Fresque du numérique, d'accord. Bon, il semblerait que ça soit avant tout des ateliers, du coup, comme les ateliers d'automne, du coup, présentés par l'ENA aujourd'hui. Donc là, je vois qu'il y a un super gros intérêt et des présentations aussi au cours des réunions commerciales. Très bien. Et du coup, est-ce que vous avez des questions relatives donc à toutes ces actions que vous avez pu mettre en place, de ce que vous souhaitez mettre en place aussi par la suite, notamment par exemple sur la partie bilan carbone? Ok, sensibilisation vers la plateforme vendredi, très clair. Newsletter RSE, communauté green avec des conférences organisées, super intéressant. Très bien. Et du coup, comment est-ce que vous avez pu, vous, un petit peu essayer d'animer cette partie-là dans votre entreprise? Est-ce que vous avez dû convaincre des personnes aussi? Formation, puis transmission du savoir, ok. Ok, super clair. Impact Week. Merci Céleste. Ah, je vois qu'il y a des questions qui sont apparues du coup dans l'onglet questions. Alors, je recherche plutôt une démarche orientée techno sur l'audit de nos codes et comment coder plus green. Ok, très bien. Donc, il me semble que Céleste, du coup, a répondu à votre question. Donc, vous pouvez vous orienter vers l'Institut du numérique responsable. Pour toute la partie, du coup, calcul et audit d'un code plus green. Ensuite, il y avait une autre question aussi sur la base de données Carbo pour notre outil en ligne qui se base sur les données bilan produit de l'ADEME, car il y a un manque important de données de matériaux, ou bien vous prenez aussi la base de données de CIMAPRO autre. Ophélie, peut-être que tu pourrais prendre la main sur cette question-là. Si tu veux, je la répète. Elle est dans l'onglet questions. Ouais, j'étais en train de lire les trucs sur le chat. Je veux bien que tu la répètes parce que je crois que je l'ai pas. Alors, la base de données Carbo, entre parenthèses pour votre outil en ligne, se base sur les données bilan produit de l'ADEME, car il y a un manque important de données de matériaux. Ou bien vous prenez aussi la base de données de CIMAPRO ou autre. Alors, en fait, Carbo, on n'utilise pas seulement la base de données de l'ADEME, on utilise une trentaine de bases de données, notamment Agribali sur les questions agroalimentaires. Et on a aussi notre propre base de données, puisque à aujourd'hui, l'ensemble des facteurs d'émission n'existe pas. Donc, on est parfois amené à en co-créer avec les entreprises. Donc, on a notre propre base de données qu'on fait grandir. Il y a une autre question aussi de Sylvain, même 2 questions. Est-ce que le bilan carbone carbo effectué avec l'outil peut être utilisé à l'étranger par pays et être représentatif de l'émission réelle qui n'est pas la même d'un pays à l'autre? Alors, on sait calculer les émissions dans d'autres pays, évidemment. On prendra des facteurs d'émission associés. Et là, il y a 2 façons de certifier un bilan carbone, la méthodologie ADEME ou la méthodologie GAG protocole. Et la GAG protocole est une méthodologie internationale. Donc, c'est des résultats que vous pourrez tout à fait utiliser. Et deuxième question de Sylvain, donc je pense que c'est plutôt pour l'ENA cette question-ci. Est-ce que vos formations sont disponibles pour l'étranger? Oui, absolument. Nous avons une version d'atelier qui est une version internationale et qui prend des données de plein de pays différents, qui recrée du coup des débats et des dynamiques plutôt de la scène internationale.
Et en formant des animateurs dans le pays en question, on peut totalement envisager diffuser l'atelier d'automne à l'international. Mathilde, est-ce que tu me permets de rebondir sur une remarque que j'ai eue dans le chat que je trouvais Bien vraiment sûr. intéressante? Merci. Alors, j'essaie de la retrouver puisque vous êtes super bavard, c'est trop intéressant de vous lire, merci. Je voulais rebondir sur le commentaire de Virginie. Virginie, tu nous disais que la difficulté dans les grandes entreprises, c'est de faire ruisseler la stratégie bas carbone rédigée par des cabinets à tous les échelons de l'entreprise, en commençant par les directeurs de service. Merci pour ce partage, puisque c'est aussi un constat que j'ai chez mes clients. J'imagine que chez Carbo, vous avez le même enjeu de diffusion d'éléments de la stratégie et justement d'engagement. Ce que j'aime chez l'atelier, sur l'atelier d'automne, c'est que justement, c'est un format qui peut être utilisé dans une dynamique de conduite du changement, c'est-à-dire qu'on va tordre l'atelier, on va y mettre des éléments de la stratégie, on va essayer au maximum de le customiser avec des éléments de l'entreprise pour que ce soit un vrai levier de diffusion de cette stratégie. Et l'avantage, c'est que le participant va avoir en face à face, en direct, à la fois le problème, pourquoi est-ce qu'il faut que je bouge, quel est l'impact que ça va avoir sur mon travail, quels sont les ordres de grandeur, et de l'autre côté, les leviers solutions proposés par mon entreprise, qui du coup va transmettre une certaine vision, qui d'un coup va me paraître en tant que participant extrêmement logique et va me permettre d'y adhérer. Voilà. Il me semble qu'il y a une autre question aussi sur la partie... Alors, c'est Fabien du coup qui pose cette question. C'est que pouvez-vous nous dire de la CSRD qui arrive? Cela va obliger beaucoup d'entreprises à agir, non? Je pense peut-être qu'Ophélie, tu pourras donner un petit peu d'insight. En effet, ça va être... alors nous, en interne, on parle de tsunami réglementaire. À aujourd'hui, les entreprises de plus de 500 salariés sont obligées de communiquer des informations extra-financières. L'objectif de la CSRD, qui est une nouvelle norme européenne, ça va être d'inciter toutes les entreprises à le faire. Donc le premier échelon va être 2026-2027, enfin 2025-2026, pour les entreprises de plus de 250 salariés. Et ensuite seront concernées toutes les autres entreprises à partir de 2027. Donc il va y avoir l'obligation de publier des indicateurs qu'on pourrait qualifier de RSE sur la sécurité dans l'entreprise, sur les pratiques d'achat responsable et notamment un volet sur l'impact climat. J'ai également une autre question, peut-être celle-ci plus pour Léna, sur la partie comment donner envie au top management, donc les vrais décideurs, de se former et vraiment se former sur ces sujets. Peut-être que tu as aussi quelques idées en tête. Oui, tout à fait. C'est un vrai facteur clé de succès dans une démarche d'engagement que d'embarquer son top management, puisqu'on l'a vu, sensibiliser ses collaborateurs, entamer une démarche bas carbone, ça demande de l'argent et ça demande du temps. Donc, une validation par le haut. Alors nous, on voit différents schémas s'appliquer en entreprise. Très souvent, les démarches de sensibilisation commencent au niveau des collaborateurs, dans des équipes, sous forme de nébuleuses, avant de pouvoir éventuellement se structurer en un collectif d'animateurs qui vont diffuser des ateliers qui ont une très forte valeur en termes de bouche à oreille. Et au fur et à mesure, ça va légitimer la diffusion de cet atelier jusqu'à la légitimer auprès de top management, de COMEX, de direction. Nous, ce qu'on voit, c'est souvent en fait des directions RSE qui sont convaincues de la valeur que peut avoir l'atelier et qui presque des fois l'imposent pendant des séminaires CODIR ou COMEX. Mais bien sûr, on s'est posé la question de comment mieux aller voir ces personnes-là, comment proposer un atelier qui est plus adapté en termes de format à des réflexions de ce niveau-là, d'ordre stratégique. Donc, nous avons différents formats de l'atelier. Alors, je vous l'ai dit, on peut le tordre pour vraiment en faire un moyen de conduite du changement. Et nous avons donc développé une forme de l'atelier qui laisse une vraie place à la discussion, à l'intégration aussi en séance du savoir et des ordres de grandeur qui sont proposés dans l'atelier, pour permettre aux dirigeants de vraiment identifier ces leviers qui vont générer l'auto-efficacité et de pouvoir sortir sans avoir un plan d'action très concret, puisque ça, c'est beaucoup plus complexe et c'est plutôt Carbo qui va pouvoir vous orienter dans une logique de stratégie d'entreprise, mais avec déjà quelques éléments fondamentaux de mise en action. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, nos plus grands alliés en entreprise, ce sont vous, des personnes convaincues qui ont envie que les choses changent et qui vont relayer la démarche jusqu'à atteindre le top management. Alors, il semblerait qu'il y ait
Une autre question donc du coup de Daniel. Alors, c'est comment on peut mettre en place une démarche RSE, donc de bas carbone, quand le service achat choisit des fournisseurs en Chine? Ophélie, peut-être que tu pourras répondre à cette question. Alors, il est tout à fait possible de mener des actions, peu importe la typologie d'entreprise. Et c'est tout l'avantage du bilan carbone, c'est qu'on va vraiment scanner l'ensemble de l'activité, donc on trouvera des actions à mener sur tout. Un service achat en Chine, c'est pas forcément un frein. Alors en effet, ça peut être plus compliqué, mais encore une fois, quand il y a de l'investissement et que tout le monde a envie d'aller dans le bon sens, on peut trouver des solutions. Donc là, il faudra peut-être plus se pencher sur le sujet. C'est vrai que répondre là de but en blanc, c'est un peu compliqué. Mais voilà, vraiment la clé, c'est d'engager tout le monde autour de ce sujet, que tout le monde prenne conscience, parce que c'est vraiment la vision de Carbo. Une fois qu'on a conscience de ce qui se passe un petit peu au niveau climatique, on a plus envie de faire les choses comme avant. Alors peut-être qu'on a le temps pour une dernière question. Si vous souhaitez poser votre dernière question, c'est le moment. Ah, j'ai une question de Solène que je viens de voir apparaître. J'aurais le problème inverse des salariés qui ne sont pas du tout impliqués et qui se désintéressent totalement de ce sujet. Une démarche basée sur l'imposition ne marchera pas, je pense. D'autre part, j'ai quand même besoin de faire un bilan carbone. Alors comment obtenir des réponses, voire une émulation de mon équipe? Ce sera plus une réponse RSE au sens global. Disons que s'intéresser à l'environnement et au social, ça a toujours un intérêt, peu importe la clé d'entrée. On parlait de la direction, ça peut être justement de faire des économies sur le long terme, puisqu'il y a une étude de l'ORS qui est sortie en 2018 qui disait que les entreprises ayant une démarche RSE sont 13% plus performantes que les autres. Et sur la partie salariée, on peut rentrer par le prisme bien-être au travail. Parfois, dans les actions qu'on peut proposer aux entreprises dans le cadre d'un bilan carbone, on a des actions d'amélioration du site, d'amélioration des pratiques, notamment, par exemple, je sais pas, pour en citer un, sur une mise en place d'une démarche mobilité durable. Et donc, c'est des choses qui concrètement, en fait, vont impacter le quotidien des salariés. Et donc, ils peuvent le voir d'entrée de jeu comme des missions en plus, une couche en plus, des choses à rajouter à leur travail quotidien. Et puis en fait, au final, il y aura quand même un intérêt pour eux. Et je crois qu'on a un livre blanc sur le sujet qu'on essaiera de vous retrouver. Je vous invite à m'écrire par mail, je le rechercherai. Et je crois que peut-être notre dernière question, ça pourrait être celle de Fabien. Lorsque vous réalisez un bilan carbone dans une grande société, l'accès aux data semble compliqué. Comment faites-vous? Alors, en effet, il y a un vrai sujet sur la collecte de données quand on fait un bilan carbone. Donc, nous, on a mis en place plusieurs choses pour essayer de hacker ce souci. Donc, il va y avoir... donc déjà, on a essayé de faire en sorte que la plateforme soit très simple. Il y aura un mode collaboratif pour être plusieurs à remplir, ne pas avoir un porteur de projet unique. Et justement, c'est un moyen de plus pour embarquer plus de personnes dans le projet. Et également l'import de données. Vous allez pouvoir nous donner... importer des documents pour que ce soit plus rapide et que on passe pas trop de temps sur cette partie reporting qui est celle qui a le moins de valeur ajoutée, et pouvoir justement allouer ce temps-là sur la mise en place des actions et la réduction des émissions. Super clair, merci Ophélie. C'est ça. Décidément, j'ai encore d'autres questions. J'essaie de les reprendre. Alors, il y en a une sur, pourriez-vous redonner l'étude de 2018 montrant l'impact plus 13% pour les entreprises impliquées dans la RSE? Donc, oui, alors, il faudra, écrivez-moi par mail, je vais la rechercher parce que je vous l'ai sortie là parce que ça m'est passé par la tête. Mais donc c'est une étude de l'ORS, ORSE, l'organisme de la RSE, et qui disait que les entreprises qui ont une démarche sont 13% plus performantes. Écrivez-moi, je vous la retrouverai. Super. Et du coup, Cyril, est-ce que Carbo est capable d'ingérer des données de plusieurs entités, groupes et filiales? Très bonne question. Alors oui, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui ont plusieurs sites, donc on sait faire du multisite et en effet, il n'y aura pas de problème sur ça, on est adapté. Et enfin, une question de Fabien, qui est pour vous deux, donc Léna et Ophélie. Quel parcours et quelle formation vous avez suivi? Si tu veux commencer, Léna.
Ok, ouais, c'est marrant comme question. Bah, moi, j'ai suivi une formation très classique d'école de commerce et de conseil. En fait, j'ai fait 3 ans dans le conseil, spécialisé conduite du changement, donc justement embarquer l'humain dans une transformation d'entreprise qui de base était pas forcément liée à la transition écologique, qui l'est devenue de par mon intérêt. Et en fait, j'ai accompagné pendant 1 an et demi un grand groupe, Société Générale, dans cette démarche justement de sensibilisation et de transformation. Donc, j'ai vu au plus près de la direction RSE, de la direction RH, quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour essayer de faire pivoter une structure à 140 000 collaborateurs. J'ai adoré ça et du coup, je suis passée de l'autre côté de la table chez Dutton où maintenant j'occupe les mêmes fonctions, c'est-à-dire que j'accompagne les très grosses structures dans le déploiement de l'atelier et dans des démarches plus globales de transition. Merci pour cette question. Et pour ma part, j'ai commencé par un cursus commercial en commerce international avant de me dire qu'en fait, j'avais très envie de plutôt travailler pour l'écologie. Donc, j'ai fait un master en RSE. J'ai travaillé dans l'industrie en tant que responsable RSE avant de rejoindre Carbo pour avoir de l'impact sur cet enjeu climat qui est un des enjeux principaux. Et je suis devenue formatrice d'automne à côté pour continuer de former mes amis, ma famille sur ces enjeux. Donc je vois que l'heure tourne et du coup la fin du webinaire est programmée pour 13h15. Donc peut-être une dernière question de la part d'Isabella. Puisque vous avez accès à ces données, est-ce que vous avez la possibilité de les exploiter pour des études, recommandations par secteur, fonction par la suite? Est-ce qu'il y a un lien avec les données à collecter pour la CSRD? Alors, donc les données, concernant les données, on vous fera en fait on vous positionnera par rapport à d'autres entreprises du même secteur sur le bilan carbone. Est-ce qu'il y a un lien connecté avec les données de la CSRD? Une partie des données qui seront demandées dans le cadre de la CSRD toucheront à l'impact carbone. On en saura plus en juin 2024 puisque la norme est en train d'être retranscrite dans le droit français et parution de tout ce qui sera demandé du coup d'ici quelques mois. Super. Eh bien, je crois que c'était la dernière question auquel on n'avait pas répondu. Donc, merci à tous déjà d'avoir participé très activement pendant ce webinaire. C'était super riche en informations, en tout cas pour nous 4. Et j'ai peut-être laissé Léna et Ophélie faire un petit mot de la fin pour terminer ce webinaire. Si tu veux commencer, je sais pas, Léna. Ok, ben merci. J'avais pas préparé le mot de la fin, mais effectivement, moi j'ai passé un super bon moment avec vous. Merci beaucoup d'avoir été aussi participatif. Pour nous, c'est extrêmement agréable. En fait, on vous voit pas, mais de vous lire, c'est hyper encourageant. Enfin voilà, de savoir que vous avez aimé le format, que c'est des questions que vous vous posez et que du coup, on peut vous aider dans cette démarche. Ça, moi, alimente ma propre théorie de l'auto-efficacité et ma sensation d'avoir de l'impact. Donc voilà, en espérant avoir de vos nouvelles très bientôt. Puis pour rejoindre Léna, merci à tous ceux qui ont pris du temps sur leur pause de midi pour venir nous écouter. Puis merci à toi Léna, on s'est rendu compte en construisant l'outil qu'il y avait vraiment beaucoup de similitudes entre Carbo et Dutton. Donc ça fait du bien mentalement de se rendre compte qu'on est plusieurs à agir pour que les choses soient plus belles demain, quoi. C'est clair, merci beaucoup pour l'accueil. À nous, là, dans cet écosystème, on est plus forts ensemble, je trouve. J'adore. Bonne fin de journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir et à bientôt. Au revoir.